Bonjour Ouais, à toutes, bonjour à tous. On est avec William de Hong Kong, développeur salut. Java. Donc bonjour, bienvenue William. Donc est-ce que tu peux te Merci. présenter un peu qu'est-ce que voilà ton parcours scolaire, comment est-ce que tu as fait pour arriver ici sur Hong Kong? Ouais, ok. Bah déjà, j'ai 31 ans. Donc, parcours scolaire, tu veux que je commence depuis quand le parcours scolaire? Bah, on Depuis va dire le lycée? la dernière école. Est-ce que tu as fait une école plutôt d'ingénieur, de commerce? Ou- Moi, j'ai fait une école de commerce post-bac. Donc, Ok. rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc, j'ai fait, pour ceux qui connaissent l'IESEG à Lille. Donc, c'est une école de commerce post-bac, mais qui est quand même pas mal axée sur les maths. Parce qu'à la base, ça veut dire Institut scientifique de gestion, un truc comme ça. Donc voilà, tu avais un petit mix comme ça. J'ai un peu fait ça par défaut, j'étais pas très bon étudiant, donc ça m'intéressait pas trop. Et en gros, à la fin, si tu veux, pour valider comment on appelle ça, notre degree, notre diplôme, il fallait justifier de 6 mois de stage à l'étranger, que je n'avais pas, parce que j'avais pas vraiment de contact à l'étranger. Et du coup, je cherchais un stage. Euh, et du coup, je cherchais pas du tout à aller en finance spécialement. Au début, je cherchais, enfin même j'avais postulé pour aller à un truc dans l'armée. Enfin bon, bref, c'était un délire. Finalement, j'ai pas ce truc-là. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je candidate à des VIE. Donc ce qui est souvent un truc que font les jeunes qui sortent d'école parce que c'est une voie, on va dire, facile quand tu es français pour avoir un stage à l'étranger. Sachant que le bail, c'est que c'est l'État qui paye ton salaire. Donc, ça incite aussi les entreprises à te recruter. Et j'arrive, du coup, j'en trouve un à Hong Kong, où je passe quelques entretiens par téléphone. Et je rejoins un département qui s'appelle CEO, donc Chief Operating Officer. Donc, dans les boîtes, souvent, il y a un seul CEO, mais là, c'était un département et qui, en gros, fait, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais il supervise toutes les tâches opérationnelles, que ce soit l'IT, la compliance, le legal, le middle office, le back office, euh, pour les patrons de salles de marché. À Hong Kong et pour une banque qui s'appelle la Société Générale. Voilà, c'est Ok. en gros ça vite fait mon parcours. Après, je sais pas comment tu veux construire l'entretien, si tu veux creuser par toi-même certains sujets ou si Non, mais il faut c'est que tout clair. de En fait, moi-même. ouais, donc du coup, Ok. ouais, là, tu termines, on va dire, sur la fin de tes études. Faut valider un stage à l'étranger. Donc, tu arrives sur Hong Kong, tu passes des Ouais. entretiens VIE, tu arrives en salle de marché. Et du coup, voilà, au sein de ce département, tu commences direct à faire du développement Java parce que tu avais une compétence Java ou tu commences à connaître Non, d'autres choses que tu connaissais pas avant. non, pas du tout. Moi, j'ai en école de commerce, j'ai juste appris à faire du VBA. Et en D'accord? fait, là, j'ai un peu de chance, donc t'as comme ça des opportunités historiques. En fait, quand tu arrives dans une industrie, il y a des phénomènes qui se passent. Il faut que tu comprennes dans quel sens le vent est en train de souffler. Mm. Il faut savoir, en gros, à cette époque-là, tu avais un espèce de standard dans les salles de marché. Il y avait beaucoup d'algos ou d'outils de trading, des traders qui tournaient sur Excel et qui étaient automatisés via un langage de script qui existe toujours, j'imagine, hein, sur Excel qui s'appelle le VBA et que je connaissais que j'avais appris en école de commerce. Et donc du coup, quand tu arrives en VIE, les mecs ils te testent un peu en fait. Surtout quand t'es CEO, en fait, tu peux faire plein de choses différentes. Donc tu peux faire des PowerPoint, tu peux faire de l'opérationnel, tu peux faire du legal, tu peux faire de l'assistant de trading. Enfin moi j'ai vraiment vu des gens qui l'ont fait. C'est pas juste dit on met sur une tâche. Ça peut être vraiment des parcours de carrière différents. Et on teste sur différents trucs. Et après un peu chacun son caractère. Mais moi j'aime bien être tranquille, autonome dans mon travail. Dans le sens d'être concentré, tu vois, comme quand tu résous un problème de maths ou quand tu as généré une solution. Et quand je commence à faire du VA, je me rends compte que j'ai cette relation avec mon travail. Aussi, on me laisse un peu plus tranquille, si tu veux. On me donne plus d'autonomie, quoi. Et du coup, petit à petit, je commence à faire mes programmes. Je commence à être un peu en contact avec des gens du département IT. Et de moi-même, je commence à apprendre le Java parce que je réalise bien que le VBA, c'est pas un langage très, comment dire, périn, quoi. Et que surtout, dans la banque, les gens à ce moment-là commencent à retirer des process qui tournaient en VBA en Excel et coder des API, des Application Programming Interface, et des UI pour le front, quoi. Et du coup, je me mets un peu dans ce train-là, et c'est comme ça que je bouge sur le Java. Et en fait, au bout de 2 ans, à la fin de mon VIE, je suis recruté par le département CEO, euh, mais là, je vais vraiment coder en Java, quoi. Et après, je vais me faire happer par le département IT de manière assez naturelle. D'accord. Et du coup, là, quand tu switches en mode Java, là, tu pars sur quoi? Je crois que tu partais sur un projet où tu calculais les fees, non? Ouais, C'était c'est ça le plus exactement, ouais. intéressant que tu as fait ou...
Ouais, c'était le truc le plus intéressant. Enfin, j'ai codé plein de programmes. Donc, tu avais des trucs d'onboarding, tu avais des contrôles de limite pour le trading, tu avais plein de choses. Mais le gros projet, entre guillemets, qui m'a fait un peu monter, c'était... donc, du coup, il faut donner un peu de contexte, tu vois, pour ton audience, Ouais, tout le monde ouais. n'est pas forcément expert en finance de marché, mais euh, en gros, les banques, elles font principalement ce qu'on appelle du market making. Donc, on a un flux client et on leur vend des produits et on crée de la liquidité pour eux tout le temps. Et pour faire ça, il faut pouvoir traiter sur des plateformes ou via des brokers. Donc, en fait, on passe par des intermédiaires qu'il faut payer. Et ces intermédiaires, la manière dont ils se rémunèrent, c'est que en amont, tu signes avec eux un contrat cadre qu'on appelle un fee schedule, donc un calendrier de fees, et qui dit si tu traites ce produit par rapport à la valeur du produit, il y a une formule mathématique qui va dire moi ma marge ça sera ça en fait. Donc, tu as une espèce de contrat qui va gérer les fees que tu vas payer sur chacun des contrats que tu vas traiter avec ton prestataire. Et le problème, c'est que tes prestataires, ils se stackent en fait. On n'a pas un seul. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la finance, tu vas avoir un custodian, un exchange, un broker. Tu en as plusieurs comme ça. Et en fait, à la fin, c'est pas très compliqué à calculer, mais le trader, il a pas le temps de le faire. Et à cette époque-là, le middle back ne le faisait pas non plus. Donc, ce qui se passait, c'était qu'en fin de mois, le trader, il avait son P&L, donc son profit, et il se prenait des gros moves comment on peut appeler ça, de correction en fait, Mm. de comptable, où des fois il perdait la moitié de son profit et c'était, enfin eux ils étaient un peu énervés par ça parce que ils le voient arriver nulle part, il y avait aucune explication ni rien. Et donc du coup moi mon projet c'était de faire une API qui en amont quand ils traitent leur disent bon bah là ça va te coûter tant et en plus après feeder, je suis désolé pour tous les anglicismes mais nourrissait la base de données du back office pour donner quels étaient exactement les tarifs. Et enfin, le dernier point intéressant, c'est que du coup, ces fee schedules, ces contrats cadres que donc le CEO justement négociait pour la boîte. Souvent, en fait, quand tu négocies avec un broker ou un exchange, les mecs te mettent un peu des microdouilles parce que ils disent ouais là-dessus ok je te fais moins 10% mais je te fais plus 5% sur l'autre et en fait eux ils ont très bien la connaissance de ton flux donc des fois ils te font un rabais sur un truc que tu utilises pas en fait tu vois Exactement, ouais. donc si toi tu simules pas le truc bah en fait tu te fais juste douiller donc l'idée c'était de lancer un peu des simulations comme ça où je pouvais prendre peut-être 6 mois ou un an de flux de la SOG et de simuler une offre d'un broker par exemple et dire bon bah là est-ce que je gagne vraiment tant que ça ou pas tu vois voilà, donc c'était ça tout le projet en fait. Donc par la Ok. même API, gérer trois process, la négociation, le pré-trade et le post-trade. Super, super. Et du coup, là, c'était, on va dire, pendant la deuxième période de ton VE. Et après, je crois que tu as fait quoi? T'as changé de département ou Bah en fait le truc c'est que après ce projet devenait gros parce qu'ils voulaient l'implémenter pour toute la banque quoi. Et Worldwide, c'est-à-dire toute la banque worldwide, tu dis? Paris, ouais, America, ok. exactement. Surtout la partie equity, parce que moi je bossais surtout sur les equity. Et euh, et du coup là t'as quand même besoin d'une expertise d'architecture en fait. T'as besoin d'un IT qui check un peu tes technos et tout ce que là je connais un peu dans mon coin. Ce qui montre un peu ses limites en fait. Personne n'est surhumain, tu connais toujours des erreurs donc faut enfin, le même process dans la communauté scientifique qu'on appelle le peer review, donc la revue par les pairs. En IT, c'est la même chose. Il faut que ton code il soit checké par quelqu'un pour l'améliorer tout simplement. Du coup, il me bouge là dans le département IT. Donc là, j'entre officiellement dans le département Arc, sachant qu'avant, il supervisait déjà un peu ce que je faisais, mais ça devient officiel, quoi. Et là, je rejoins un département qui s'appelle architecture, qui, comme son nom ne l'indique pas, enfin, à l'époque, gérait tous les processus IT qui n'étaient pas gérés par une business line en particulier. Donc, typiquement, les fees, tu vois. Mais il gérait aussi, par exemple, la compliance. Et c'est comme ça que je me retrouve dans ce département. Ok, top, top. Et du coup, là, tu arrives dans ce département. En fait, tu continues le projet que tu faisais avant Ouais, et ok. Et du coup, tu as pu le ouais, compléter, tu as pu le finaliser, etc. Ou... ouais, je le finalise. Après, le truc qui me fait partir, c'est que, en fait, ils arrêtent de mettre du budget. Enfin, ils sont Ok. contents sur le projet que j'ai fait. Donc, tu vois, il n'y a pas de, comment dire, je me prends pas un refus. Mais ils me disent, bah là, c'est bien, on va l'outsourcer à Bangalore. Pour ceux qui savent pas, il y a un énorme back-office à la Société Générale en Inde, où quand il y a des process qui sont un peu périns et que tu veux plus investir dessus comment dire, pour les améliorer, tu les délègues là-bas et les gens gèrent juste l'opérationnel. Mais du coup, toi, en tant que développeur, tu perds ton projet, du coup, parce qu'il y a plus rien à développer. Et du coup, c'est comme ça que ça se termine. Moi, j'ai besoin d'un taf, donc je reste dans le département, où là, je vais faire un peu de compliance. Mais par contre, là, j'ai un peu un coup de chance. T'as le Covid qui arrive à Hong Kong à cette époque-là. Et du coup, les gens sont en work from home, mais là, j'ai plein de temps pour passer des entretiens à gauche, à droite.
Oui, c'est Ok. comme ça que je bougeais, quoi. Et ok, intéressant. Et du coup, là, tu passes des entretiens avec combien de boîtes différentes? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je suis Beaucoup. nul. Je suis vraiment nul, nul, nul. En Ok. fait, le truc pour les gens qui veulent faire ingénieur informaticien, entre guillemets, c'est que l'exercice d'interview en tant que tel, en fait, il a pas tellement de corrélation avec ton taf de tous les jours. Donc, enfin, moi, je me considère comme un bon ingénieur, tu vois, mais j'avais jamais fait d'interview, tu vois. Donc, je connaissais pas les questions. T'as des brain teasers, c'est des petits jeux logiques à résoudre. J'en connais aucun. Enfin, je suis vraiment super nul, tu vois. Et du coup, après, c'est juste tu vois, du try hard, quoi. T'essayes, puis tu corriges, quoi. Et à force d'en faire, après, tu comprends le jeu, entre guillemets, tu vois. Ok. Et donc, à la fin, j'arrive à avoir un taf, quoi. Mais j'ai Ouais. dû passer, ouais, au moins 20 entreprises. Et à chaque fois que tu passes une entreprise, tu peux avoir entre 1 et 10 interviews, tu vois. Donc, Ouais. je compte même pas, tu vois, mais j'en ai eu Ok. plein. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Hong Kong, à l'époque du Covid, c'était ultra dynamique parce que tu avais beaucoup de gens qui partaient Ouais, de Hong Kong. Du coup, il y avait un manque de staff sur on va dire, le marché du travail. Et du coup, les boîtes se battaient pour recruter des gens. Limite, elles étaient prêtes à doubler les salaires, quoi. ouais, ouais, exactement, ouais. Et aussi, le truc qu'il faut dire, c'est que quand tu veux passer une interview, c'est souvent en journée parce que les gens qui t'interviewent, ils taffent, quoi. Ils vont pas t'interviewer le week-end. Et si tu te barres en plein milieu du bureau, c'est un peu grillé quand même, tu Bien vois. sûr. Enfin, ça arrive une fois, ça va, tu vois. Mais si ça fait 4 fois de suite que tu le fais, t'es grillé. Mm. Et là, le fait qu'on ait eu le Covid et le work from home, c'était vachement facilitant, surtout pour moi qui n'avais pas d'expérience parce que bah, j'avais le temps, en fait, de m'améliorer, quoi. Ok. Et du coup, là, tu passes des entretiens avec plusieurs boîtes et tu finis par, Ouais. on va dire, être shortlisté par une boîte qui est quand même, on va dire, entre guillemets, la référence. Est-ce que tu veux dire le nom? Est-ce que tu veux dire un peu le process Euh, d'entretien? Ouais, Comment ça ouais. s'est passé? Mais du coup, je vais pas arriver là-bas, hein. Tu sais, Ouais. entre-temps, du coup, je vais partir dans une boîte japonaise parce qu'ils me prennent pas à la fin. Ah ouais, Mais ok. ouais, non, non, je pars pas directement. Donc, pour donner ma carrière, moi j'ai fait 6 ans à la Société Générale, 1 an et demi à Nomura et 1 an et demi à Goldman. Ah ok, d'accord. Et du coup, le truc, c'est que, en fait, quand les gens t'interviewent, c'est un peu à double tranchant parce que eux, ils essayent de juger de tes capacités. Mais toi, par rapport aux questions qu'on te pose, tu vois un peu aussi la maîtrise de la personne, tu vois. Mm. Et à l'époque, quand j'interviewe avec Goldman, je vois que les mecs, ils sont ultra sharp, quoi. Vraiment, Ouais. ils sont très très bons, ils connaissent super bien leur truc. Et, euh, Et du coup, ça me motive parce que en anglais, on dit un truc, c'est if you're the smartest in the room, you're in the wrong room. Donc, t'as des gens qui aiment bien saucer en disant c'est moi le plus malin, mais moi, c'est plus l'inverse en fait. Je préfère être challengé par des mecs plus intelligents et du coup, j'ai l'impression de m'améliorer en fait, tu vois. Et c'est un peu la frustration que j'avais à la Société Générale, en tout cas dans mon département, c'est les gens, ils étaient intelligents, mais je veux dire en termes comment dire, de technique, tu vois, c'était pas très très haut et des fois, t'as un peu la solitude du mec qui essaie de faire des trucs un peu plus avancés et puis les gens comprennent pas forcément quoi. Mm. Et du coup, je me retrouve en process avec eux. Donc, en fait, Goldman, faut savoir, t'as 10 interviews en général. Enfin, moi, je crois que je passais avec eux et t'avais toujours 10 interviews. Donc, c'est énorme. Vraiment, la moyenne, c'est plutôt Mm. 4, 3, 4, 5, un truc comme ça. Et faut que t'aies l'unanimité. Si t'as un mec qui dit tu viens pas, tu viendras pas, quoi. Mm. Donc, c'est comme ça qu'ils gèrent le recrutement. Et du coup, et sachant aussi que quand t'as ce genre d'interview, c'est par palier, en fait. Donc, si t'as un premier mec qui te met un stop, je sais pas, au bout de 3 interviews, tu feras pas les autres. S'ils Ouais. essayent de gagner du temps. Et du coup, je fais les interviews, donc je me trouve en shortlist, mais par contre, à la fin, ils prennent une autre personne. Et du coup, entre-temps, moi, j'ai une offre d'une banque japonaise qui s'appelle Nomura pour plus ou moins le même taf. Ça me plaît moins, je le sais, mais j'ai envie de bouger, tu vois. C'est mieux ça que rester où je suis à la Sogé en ce moment, sachant que j'ai perdu mon projet principal, tu vois, Mm. que je kiffais beaucoup, quoi. Et du coup, je pars à Nomura pour 1 an et demi. D'accord. Donc pour Et rappel, après, au bout Nomura, d'un... ouais, banque japonaise qui euh, avait racheté les Man Brothers, juste pour la ouais, c'est parenthèse. ça, exactement. Ouais. Bah, en gros, ouais, pour donner un peu un tier list, c'est la BNP, Nomura, et parce que la SOG c'est un peu derrière BNP maintenant, malheureusement. La BNP, Nomura, Goldman, c'est un peu les équivalents japonais, français et américains en fait, en termes de banque, quoi. Mm. Exact. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, tu intègres Nomura, est-ce que tu vois, parce que souvent Nomura, on me dit les systèmes d'information sont ultra vieux, les mecs, ils ont jamais investi et tout ça. Est-ce que toi, tu as ressenti ça à l'intérieur ou... Un peu, ouais. Après, un système qui veut, c'est pas forcément un mauvais système, tu vois. Donc le truc est quali, mais ouais, bah, par exemple, j'arrive, tu vois, quand tu codes une bibliothèque, en Java, elle a un nom, la bibliothèque. Et tout le nom, enfin, pardon, toutes les bibliothèques, leur nom, elles commencent par .com, .lemon, tu vois. Donc Ouais. déjà, tu te dis, ok, ça n'a pas bougé depuis 2008, tu vois, au Ouais. moins. Donc, donc,
Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, Lehman Brothers fait faillite en 2008. Ouais. Donc, donc ouais. Bah après, c'est plutôt pas mal fait. Mais ouais, clairement, les mecs, ils vivent un peu sur leurs acquis. Voilà. Après, bonne banque, les gens beaucoup plus respectueux que dans les banques françaises, j'ai trouvé. T'as moins de jugement. Euh, enfin, ouais, ce que j'explicite, ce que j'entends par là. Mais je trouve dans les banques françaises, t'as un peu plus tu te fais un peu plus juger par rapport à ton diplôme ou je sais pas, tel département, etc. Et t'as un peu un système de caste un peu caché, je Mm. trouve, des fois, tu vois. Dans les banques japonaises et les banques américaines, ils ont pas cette mentalité. Ils ont d'autres problèmes, mais ils ont pas ça. Mm. Du coup, moi, après 6 ans à la SOG, je trouve ça assez rafraîchissant d'être dans un environnement différent, quoi. D'accord, super. Et du coup, au bout de là, tu fais ton expérience sur Lehman, pardon, Ouais. sur Nomura. Déjà, tu étais sur quel type de Mm. projet sinon? Alors là, je change pour le coup. Là, je passe vraiment en trading. Du coup, je fais un position manager. Donc, un position Ok. manager, c'est quand tu as des clients qui sont internes ou externes. Donc, interne, c'est tes propres desks et externe, c'est des clients qui veulent profiter de ton infrastructure. En gros, bah, déjà, le cas de base, c'est si le mec il dit je veux vendre 10 et que 10 actions totales, par exemple, et qu'il en a que 5, bah, tu peux pas laisser passer l'ordre parce que il les a pas, en fait. Donc, c'est aussi bête que ça, un position manager, c'est il check ta comptabilité et il regarde ce que tu peux traiter ou pas. Et après, tu as des trucs comment dire, des features plus évoluées que tu vas mettre dessus. Tu vas pouvoir laisser les gens, par exemple, shorter le marché en les laissant emprunter des stocks. Tu vas leur permettre de poster du collatéral. Tu as un système qu'on appelle de locate aussi en LNB qui te permet de localiser dans la banque est-ce que tu as les stocks ou pas avant de les prêter. Donc, tu vas rajouter plein de features. Mais la fonction de base qu'on appelle position manager, c'est en gros, c'est traquer quelle est la position de tous les clients dans la banque en temps réel et de manière très rapide pour pas que ce soit bloqué. Parce que, en fait, avant que la personne puisse envoyer son ordre sur le marché, il faut que tu checkes, en fait. Faut que tu fasses ce contrôle-là, en fait. Et si t'es lent, bah, du coup, lui, il a un coup d'opportunité. Est-ce que ouais, désolé, ça devient un peu technique, mais par exemple, quand toi t'envoies un ordre, c'est parce que tu veux traiter et t'as vu que le prix était à 10. Donc, si t'es trop lent, en fait, si ton infrastructure est trop lente, le prix va bouger. Et donc, quand tu vas envoyer ton ordre, bah, peut-être que le prix maintenant, il est à 11. Donc, en fait, Mm. ton ordre, il va se faire, enfin, il va arriver dans le marché, mais il va rien se passer. Il va Donc, pas être toi, exécuté. ton intérêt, ouais, exactement, il va pas être exécuté. Et en plus, tu as un peu leaké de l'information, c'est que les gens, ils ont vu que quelqu'un est posté à 10. Mm. Donc, tu dévoiles un peu tes intentions, même si c'est anonyme, les gens savent qu'il y a quelqu'un dans le marché qui veut traiter à 10, et toi, t'as pas traité, en fait. Mm. Donc, ça t'est défavorable en tant que investisseur ou market maker, enfin, ou trader de manière générale. Donc, l'idée, en tant qu'ingénieur informatique, quand tu crées ces systèmes de trading, c'est d'être le plus rapide possible pour maximiser ta chance de te faire exécuter et dévoiler le moins d'informations possible. Exactement. Ok. Ouais, et pour la faire simple, effectivement, quand on voit un ordre et que tu es short parce que t'as pas les stocks en inventaire, bah l'ordre il sera rejeté. Alors normalement par le système interne, genre Ouais. short sell, pas autorisé, veuillez vérifier Hum, votre hum, inventaire. Et après, effectivement, tu peux emprunter soit en interne ou tu peux emprunter des stocks, hum. limite à des personnes à des entreprises extérieures qui vont te prêter en échange de fees, Ouais, quoi. exactement. Et sachant que alors des fois, t'as aussi sur le marché lui-même, en fait, te Mm. laisse emprunter. C'est-à-dire que tu vas vendre un truc que t'as pas et le système va automatiquement emprunter pour toi. Mais sur certains marchés, c'est pas autorisé. Par exemple, sur le marché chinois, qui est quand même l'un des plus gros marchés en Asie, le short sale est interdit. Donc, tu as Exactement. tout un business qui va se développer où ce qui va se passer, c'est que tu as des boîtes qui vont te dire, bah, tu rentres dans un contrat avec moi, qu'on appelle un swap. Donc, Mm. moi, en fait, le contrat, il te permet de parier à la baisse, comme si tu avais shorté le marché. Et moi, après, sur le marché, je vais gérer mes risques, etc. Donc, tu as toute une industrie qui va se développer pour pouvoir quand même te permettre de le faire, quoi. Et ça, typiquement, c'est des choses qui vont t'intégrer dans les position managers. Exactement. Bon, bah super. Je crois que la Corée vient d'interdire aussi le short, là. Ah, Il y a- ok. il y a- Ok, je En savais pas. Inde aussi, c'est un Bah, peu du coup, limité, là, je il suis y a pas mal de sorti, mais régulations. Il y a pas mal de régulations. ouais. Ok, super. Donc là, tu fais un an chez Nomura et du coup, tu as quoi? T'as Goldman qui revient vers toi, du coup, après un an? En fait, bah, moi, je suis bien un Nomura, hein. Genre, Ouais. les mecs sont cool. Après, il faut savoir, ça dépend pas mal des boîtes aussi. Pardon, pas des boîtes, mais des départements. Mm. Mais moi, je suis dans un département et les mecs, ils veulent faire du software très quali, tu vois. Donc, on prend le temps, tout est hyper testé. Et ça n'empêche, ça t'apprend une rigueur qui est quand même, enfin, comment dire, qui est bankable, tu vois, sur le marché de l'emploi. Parce Ouais. que tu vois, t'utilises pas genre je te pose du code et le truc crash et après, c'est pas mon problème. Tu apprends à faire des trucs vraiment très sécures. Donc moi, je suis bien là-bas, mais t'as un mec qui me maraboute un peu. Il me fait, viens, ça coûte rien de parler. Je fais, bon, ok, si tu veux. Il me paye une bière. Il me dit, allez, vas-y, candidate. Donc lui, c'est un headhunter. Ouais. Et, euh, et du coup, il me fait postuler.
et il me refait postuler au département que je voulais, et là, cette fois-ci, ça passe, quoi. D'accord. Donc, c'est un autre département que l'année d'avant où tu avais fait Non, les interviews. non, c'est le même. Ah, Et je ok, top. recandidate avec parfois les mêmes personnes. Et D'accord. d'ailleurs, ils se souviennent de moi. Donc Ouais. c'était assez marrant, tu Parce que vois. il faut rappeler sur Hong Kong, alors c'est peut-être comme ça dans d'autres pays, mais quand tu passes des Ouais, entretiens avec une boîte et que, par exemple, tu n'es pas sélectionné, tu dois attendre 1 an ou 2 ans, sachant selon la boîte. ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut être 6 mois aussi, hein. Mais ouais, je Ah, suis d'accord, c'est ok. 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ouais, ok. Ça dépend des boîtes. Chacun a sa propre politique. Ouais, t'as ça. Après, t'as une autre règle. Donc, un headhunter, en gros, c'est comme un agent de footballeur, hein. Lui, son intérêt, c'est qu'il va se prendre une com sur le salaire auquel t'as été embauché. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il fait la négo pour toi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il peut te regarder avec plusieurs boîtes et il t'explique aussi un peu la nature du marché, tu vois, à quoi t'attendre, est-ce qu'en ce moment ça recrute ou pas. Et ça passe beaucoup par eux. Et pourquoi je parle de ça, c'est que souvent, si un headhunter te rencarde avec une boîte, et que t'as un autre headhunter qui vient te voir pour la même boîte, bah, t'as un espèce de contrat de loyauté qui fait que tu peux pas aller voir le deuxième mec, tu vois. Exactement. Donc voilà, t'as des règles comme ça un peu, qui sont spécifiques, quoi. Intéressant, intéressant. Et du coup, là, tu commences à refaire les entretiens, tu vois les mêmes personnes que tu avais vues, Ouais, grosso modo, 1 an avant. Comment ça se passe, en fait? ouais. Bah, là, ça se passe mieux parce que, je suis plus expérimenté. Le système que je gérais à la SOG, il est très technique d'un point de vue IT, mais par contre, c'est pas un système front, tu vois, c'est pas un Mm. système de training, tu vois. Donc là, je suis beaucoup plus calé et en fait, ça se passe très bien, tu vois. Genre, c'est vraiment smooth, quoi. Et en même, donc moi, je veux retourner à Goldman parce que je pense que c'est les meilleurs, tu vois, sur mon secteur à moi, hein. Je parle pas de manière générale, j'en sais rien, mais. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, il me fait aussi candidater à Morgan Stanley et JP Morgan, qui sont aussi les deux grosses banques américaines, et ils me prennent aussi pour le même job. Mm. Et donc, du coup, là, je suis refait parce que c'est difficile si tu veux de négocier ton salaire si t'arrives juste en disant ouais, bon, payez-moi plus, tu vois, t'as pas vraiment d'argument en fait. Mais si t'arrives en disant bah, il y a vos deux principaux concurrents, ils me proposent le même taf, comment on fait? Du coup, en fait, de même, les gens, ils Ouais. surenchérissent, tu vois. Et du coup, là, ça se passe bien, quoi. Super, top, top. Et du coup, là, tu rentres chez Goldman et comment ça se passe? Sachant que tu avais fait combien d'entretiens? Toujours entre 9 et 10 l'année Ouais, d'après? c'est toujours la même chose, ouais. Ok. Mais sachant que ça, c'est vraiment très spécifique à Goldman. C'est ceux qui te font enfin, comment dire, qui te grillent le plus, tu vois. Ouais. Après, Parce que, JP, par t'en exemple, fais Morgan 7 000. Stanley, Ouais, pardon, excuse-moi. JP, non, des fois, t'en as. Moi, la dernière fois, j'avais fait 9 entretiens à JP. C'était pendant le Covid ok, en plus, juste pour tester. ouais. Bah, tu vois, ça dépend des départements. Parce que moi, j'ai fait moins que ça. J'ai dû en faire peut-être 6 ou 7, donc c'est pas mal, mais c'était pas au degré de Goldman, tu vois. Mm. Ok, top, top. Et du coup, ouais, là, du coup, avec les offres que tu avais des autres banques, tu as pu, on va dire, le Headhunter, il a pu level up la REM, je suppose. Ouais, Dans exactement, ce ouais. que tu Et veux, même le super. Headhunter, il en revenait pas, tu vois. Il me disait non, mais Ouais, arrête, ça va jamais marcher et tout. Puis ouais, après, il ouais, dit bon, bah vas-y, on va tenter, quoi. Puis il dit ouais. putain, ça a marché. Donc voilà. Mais après, tu vois, un peu la leçon du truc, c'est, du coup, si tu fais une rétrospective par rapport à mon parcours, tu vois, Mm. c'est en gros, tu lâches jamais rien. Parce que, tu vois, si tu m'avais demandé quand je sors d'école de post-bac de commerce, j'ai pianoté 3 lignes en VBA, genre, est-ce que plus tard, tu seras développeur back-end pour les systèmes de trading de Goldman, enfin, tu vois, je t'aurais rigolé au nez, quoi. Genre, c'est Bien sûr, impossible, bien tu vois. sûr. Et en fait, ouais, il faut juste prendre son mal en patience et beaucoup travailler, tu vois. Et petit à petit, tu commences à comprendre les codes, en fait, des Mm. gens que tu as en face de toi. C'est comme ça que tu bouges, quoi. Super, super. Ouais, et après, surtout, t'as appris en interne, t'as été curieux d'apprendre des choses que tu connaissais pas et tu t'es perfectionné sur ça, sur le terrain, en fait. Ouais, ouais, non, exactement. Mais tu vois, par rapport à ce que j'ai sur la mentalité française par rapport au diplôme, c'est Mm. que, tu vois, de pas se sentir prisonnier de ton diplôme, en fait. Bien sûr, Exactement comme tu as dit. Si tu montres que tu es motivé, que tu bosses bien et que tu es capable d'apprendre sur le tas, en fait, tu peux faire ce que tu veux, techniquement. exactement. Bien sûr, tu vois, si à 35 ans, si tu veux faire une reconversion professionnelle, c'est plus compliqué qu'à 22, tu vois. Mais genre, Mm. quand tu sors d'école de commerce, le monde, il est ouvert. Exact. Super, super. Donc là, du coup, tu intègres Goldman. Sachant que, juste une Ouais. petite dernière question, là, quand tu faisais les entretiens avec Goldman, est-ce que, Mm. moi, quand j'avais fait les entretiens avec JP, tu sais, au départ, tu avais une personne en Australie, après, j'ai discuté avec des gens à Mumbai, après des gens aux US et tout. Est-ce que toi, tu avais des gens, on va Ouais. dire, dans le monde entier ou... Ouais, mais tous en Asie. Mais Ah, ça, ok. je pense que c'était lié plus à une histoire d'horaire, tu vois. Parce que Ouais. si tu veux interviewer un gars aux États-Unis, enfin, Ouais, c'est à 10 heures du lui soir. bosse la nuit pour toi, quoi. Ouais, voilà, Exactement. donc enfin, même, je pense que c'est pas bon pour les deux parce que à 10 heures du soir, lui, il vient de se réveiller et toi, t'es fatigué. Enfin, c'est pas très efficace, je Ouais, pense. exactement. Ouais. Ok, top. Bon, là, du coup, tu intègres Goldman et du coup, alors, quel est ton Ouais. ressenti de l'intérieur?
Est-ce que tu dis c'est vraiment la référence par rapport au système, par rapport aux gens ultra sharp? Bah alors ouais, c'est compliqué, tu vois. Mais en gros, je dirais oui. Après, les mecs très sharp, en fait, ils sont pas vraiment enfin, ouais, faut faire un peu attention à ce que je dis, mais les mecs qui ont vraiment construit le truc dernière génération, ils sont plutôt aux États-Unis. Mm, Et eux, c'est des mecs, ils ont 30 ans ou 20 ans de boîte, tu vois. Enfin, c'est mm, vraiment genre les plus expérimentés. Et ils t'ont fait un système aux oignons. À Hong Kong, t'as plus des mecs qui le maintiennent, on va dire, qui font des ajustements à la marge. Donc voilà, c'est la première manière de pondérer mon jugement. Donc le système est très bon, mais par contre, les mecs sharp dans la boîte sont pas partout dans la boîte, tu vois. Ils sont à certains endroits très spécifiques. Euh, voilà. Après, l'autre, comment dire, impression que j'ai, c'est que ils font beaucoup de choses par eux-mêmes. Ça peut déplaire, tu vois, parce que maintenant, les jeunes développeurs, ils aiment bien utiliser des frameworks, en fait, qui gèrent plus de choses pour toi parce que c'est plus mm, pratique. Le problème, c'est que le framework, quand il gère un truc pour toi, il le gère de manière, on va dire, bonne, mais pas mm. excellente, en fait. C'est pas optimisé, en fait. Et la logique de Goldman, c'est en fait de tout réécrire toi-même pour avoir le truc pile poil optimisé pour ce que tu veux. Moi, j'adore cet état d'esprit, mais t'en as qui aiment pas trop. Et surtout quand t'arrives et que t'as pas l'habitude de tout recoder en Scratch. Et enfin concrètement, tu vois, moi je me connecte, j'ai même pas Windows, j'ai rien, j'ai une console Linux noire et on me dit vas-y code, tu vois. Donc Ouais, c'est vraiment le Moyen Âge, quoi, tu vois. ouais, ouais. Et donc là, tu as un petit sentiment d'appréhension, genre, oula, oula, là, va falloir vite se réhabituer parce que si je m'adapte pas, là, je suis mort, tu vois. Enfin, je peux même pas coder, quoi. J'ai même pas de bureau, j'ai rien. Et du coup, ça, c'est le deuxième impression. Mais sur le long terme, pour le coup, je trouve que c'est payant, leur façon d'envisager ce business model. Voilà. Et après, ils ont une réputation d'être très durs sur les horaires de travail et franchement, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, en trading, ça bosse pas mal. Mais en IT, moi, je dirais que les horaires, ils sont même plus chill qu'en banque française, tu vois. D'accord. C'était quoi? Tu faisais quoi? 9h, 18h? T'étais pas là à faire 22h? Exactement. Euh, Non. Alors ok. qu'à la SOG, c'est ce que je faisais, tu vois. Ok. Mais après, je faisais des heures sup parce que tu avais des projets qui m'intéressaient et je voulais apprendre par moi-même, tu vois. Et Mm. ça, pour moi, c'est faire, en fait, tu vois. T'as investi sur toi-même. Donc, c'est pas la boîte qui te le demande. Mais la plupart de mes collègues, ils avaient des horaires assez chill, tu vois. D'accord. Top. Et du coup, par rapport à la culture, on va dire, entre banque française où tu étais, après, tu as fait un petit virage culture, on va dire, japonaise slash américaine, parce que tu avais toujours Ouais, un. Et là, tu ouais. switches 100% Quinry, quoi. Du coup, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois un changement radical ou. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ils ont une culture de partnership, comme ils appellent ça. Donc, en fait, c'est assez intéressant. Quand t'as besoin qu'un département t'aide sur un projet, ou même pas qu'il t'aide, enfin, c'est sa responsabilité de t'aider, en fait, c'est une négo, tu vois. T'arrives en disant, moi, j'ai besoin que vous me livrez ça, qu'est-ce que tu veux en échange, tu vois. Et Mm. c'est que ça, Ouais, en fait. ok. Et du coup, D'accord. quand t'arrives en tant que, tu vois, avec un mental un peu français où t'as des espèces de départements, moi, quand j'étais dans la banque française, c'est que j'allais voir les parents, je dis, écoute, c'est ça ton job, c'est à toi de le faire, tu vois. J'arrivais avec comment dire, une rhétorique de c'est ta responsabilité, tu vois. Et si t'as un sens de l'honneur, t'es censé le faire, en fait. Ça Mm. marche pas dans une banque américaine et ils s'en tapent, tu vois. C'est genre, qu'est-ce que t'as à me proposer et c'est quoi le deal, tu vois. Et finalement, c'est assez intéressant parce que tant que tu es assez malin ou à l'écoute pour comprendre qu'est-ce que l'autre personne attend de toi, bah tu fais tout avancer en fait. Il n'y a pas de blocage de tes équipes pour me parler, nanani nanana, ça n'existe pas, tu vois. Tu deals, tu vois, tout le temps. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme manière de faire du business. Exactement. Ouais, ça c'est une Ouais, importance souvent, il y a culturelle une question de différente. vendre, hein. Il y a une question de vendre, se vendre. Même maintenant, dans les banques françaises, vu qu'il y a un manque de budget, quand toi, tu veux convaincre une équipe, bah, derrière, il faut que Mm. tu puisses les convaincre que ce que eux vont apporter va apporter à la banque. OK. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et Bah, du coup, surtout qu'en plus, dans les boîtes américaines, tu es plus jugé sur ta performance. Le bonus, c'est une part en termes de pourcentage et une part plus importante de ta total comp, donc de ta rémunération totale. Donc en fait, les gens sont incentivés, je suis désolé encore ouais, pour les ouais, anglicismes, mais tu vois, enfin voilà, à vraiment lier leur comportement à ce qu'ils vont pouvoir apporter à la boîte, quoi. d'accord. Et du coup, là, tu arrives sur l'environnement de travail, t'as pas de desktop, c'est direct un prompt Linux, là. Comment tu Ouais, t'adaptes? ouais, c'est ça, ouais. Tu t'adaptes au bout de combien de temps, d'ailleurs? Euh, J'envoie en stress un SMS à un mec qui m'avait pas mal mentoré Ouais, ok. à la SOG.
Et je sais que lui, il a fait une vraie école d'ingénieur, tu vois. Je dis, putain, toutes les technos que tu m'avais demandé de checker, j'ai dit non, ces trucs de vieux, ça sert à rien. En fait, là, je suis obligé de les utiliser. S'il te plaît, envoie-moi un tutoriel, tu vois. Mm. Sinon, je vais mourir. Du coup, il m'envoie les tutos, je fais ça, et au bout de 3 semaines, ça va, je commence à comprendre le truc, tu vois. Ok. Par contre, ce qui prend beaucoup plus de temps, c'est en fait comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Parce que comme ils ont cette espèce de fonctionnement en réseau où tu fais des deals un par un, au début, tu comprends pas qui bosse pour qui, en fait. Mm. L'org chart, il est hyper flou. Euh, donc ça, ses avantages, c'est plus flexible, et son inconvénient, c'est que c'est moins lisible quand tu arrives dans la boîte. Tu comprends pas, en fait, qui fait quoi et qui a la responsabilité de faire quoi. Et pareil, le système IT est assez complexe. Donc ça, on va dire pour comprendre vraiment le fonctionnement de l'organisation et du système, ça m'a pris au moins 7-8 mois. Alors que dans les D'accord. autres boîtes que j'avais fait ou les autres départements, généralement en 3 mois, j'étais calé, tu vois. Mm. Et quand tu es arrivé, on t'a présenté au desk sur le floor, voilà, desk Ouais, bah écrit, ça, desk FIC, etc. Ou... ouais, bah sur tous les tafs que j'ai fait, de manière générale, c'est assez classique, quoi. Ok, d'accord. Bah ouais. Et là, tu étais plus aligné par rapport au travail que tu faisais à Goldman, tu étais plus aligné sur un desk en particulier ou tu bossais pour tous les desks? Je bossais, non, 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 je bossais, bah, c'était plus ou moins le même taf qu'à Nomura, donc je bossais pour le cash execution. Donc, c'est les D'accord, ok. mecs qui passent les ordres dans le marché, en gros, Ok. pour les autres desks ou pour des clients. Mm. Et j'étais dédié à ce desk-là en tant qu'IT. D'accord, ok. Et tu faisais toujours Sachant Ouais, vas-y, pardon. Non, excuse-moi. Bah, enfin, oui, je faisais toujours le même taf qui est de gérer les positions des gens et leur créer des produits qui soient corrélés à la position en interne pour qu'ils aient plusieurs services, router ton ordre par rapport aux différents marchés asiatiques. Donc, la plateforme de trading pure, voilà. Et juste le truc que je veux dire, c'est que la chance, ce qui est intéressant, si t'es un développeur, et que tu veux, comment dire, avoir un impact sur ce que tu fais qui est un peu plus important sur ce type de desk, c'est que c'est des desks qui sont très électroniques, comment dire, en fait. L'input du trader, il est assez faible, en fait. On a un trader qui est là un peu pour monitorer ce qui se passe dans le système. Après, on a un sales qui le vend. Parfois, c'est la même personne. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment de notion de stratégie ou je sais pas quoi, en fait. L'essentiel de la valeur ajoutée, elle est créée par l'IT. Ça, Mm. c'est assez intéressant pour nous parce que du coup, pareil, enfin, comme je le disais en début de vidéo, quand tu as cet attrait un peu pour l'autonomie, c'est intéressant d'être dans un business model qui récompense en fait cette autonomie-là, parce que tu es au centre du business model. Alors que sur d'autres desks, ça va être plus des traders qui ont leur stratégie et ils vont te demander d'automatiser une partie de la stratégie. Donc en fait, tu es plus là en assistant en fait, tu vois. Mm. Alors que là, c'est vraiment nous qui proposons le produit et c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le trader qui est là pour voir si ça se passe bien en fait. Exactement. Et en ce moment, avec l'automatisation des systèmes, le trader, il a de moins en moins de mainmise sur les systèmes versus tout ce qui est risque, position de management, etc., hein, versus le trader d'il y a 10 ou 20 ans, quoi. Ah ouais, complètement, ouais. Bah là, pour le coup, ça a complètement changé. La seule limite que je mettrais par rapport à ça, c'est si tu traites des produits qui sont vraiment très compliqués, souvent, en fait, le fait qu'ils soient très compliqués, ça se corrèle avec le fait qu'il y ait peu de liquidité. C'est-à-dire, il y a peu de flux, en fait. Il y a peu de gens qui veulent des produits très compliqués. Et du coup, là, tu as moins d'automatisation. Pourquoi? Parce que comme il y a moins de flux, c'est moins rentable d'automatiser, parce que tout est toujours un peu custom. En fait, il n'y a pas vraiment de cas récurrents. Et en plus, comme c'est très complexe, tu as plus de chances aussi que l'IT fasse n'importe quoi, tu vois. Donc moi, je connais encore quelques desks qui sont peu automatisés, mais c'est lié à la complexité du produit. Mais surtout les produits simples, on va dire actions, dérivés, futurs, ce genre de produits, maintenant, ouais, le, le rôle du trader est principalement consacré au hedging, donc la couverture des risques. Mais sinon, tout le reste, enfin, concrètement, ils voient des écrans avec des algos, maintenant, t'as même des auto-hedgers qui peuvent le hedger aussi. Ces métriques de risque, elles sont générées par d'autres départements. Donc, ouais, l'automatisation, elle prend un point important, quoi. D'accord, ok. Et dans la partie cache exécution, il y avait tu parlais d'algo, tu avais une partie agency aussi? Ou tu avais des flots clients Ouais, externes qui envoyaient via l'algo et tu les avais deux, la... ouais. Ok. Ouais, donc en fait, bon, pour expliquer un peu ce que c'est quand on voit un ordre sur le marché qui est très gros, le marché va décaler son prix parce qu'ils savent que tu vas acheter une grosse partie. Donc en fait, ils jouent là-dessus pour pouvoir faire du profit. Donc ce qu'on appelle des algos d'exécution, à pas confondre avec un algo de trading, c'est splitter, donc je sais pas comment tu dis, ségréguer ton ordre en plein de petits ordres, les envoyer au bon moment pour que le marché de manière générale détecte pas qu'il y a un gros mammouth qui est en train de tout racheter, si tu veux. Voilà, Exactement. c'est ça le principe de l'algorithme. C'est pas très compliqué en tant que tel, mais c'est une des offres que tu peux vendre à certains clients.
notamment les asset managers, les gens qui vont gérer des fonds de pension, par exemple, Mm. euh, parce que eux, ils n'ont pas cette expertise-là. Eux, ils gèrent un portefeuille d'actions et ils vont dire, enfin, nous, on va leur charger un fee en échange duquel on va justement exécuter ça de manière très discrète dans le marché. Et à la fin, le gain pour le client, c'est que le fee qu'il nous a payé est moins cher que s'ils avaient envoyé eux-mêmes l'ordre sur le marché et que le marché avait des gains. C'est ça Exact. le business model. Et en gros, l'algo, alors je sais pas si vous aviez la même chose, mais en gros, l'algo, il va slicer les orders, soit en TWAP ou Ouais, VWAP, en fonction du temps ou du volume. exactement, ouais. Ok, ouais, ok, Ouais, ok. exactement. Et c'est pour ça que c'est pas très complexe dans le sens où bon déjà la logique en tant que telle est pas très complexe, mais c'est pas non plus très innovant. En fait, ces Mm. algorithmes ils existent depuis au moins 10, 15 ou voire même 20 ans si tu veux. Ouais. Donc mais ça reste une partie du métier. Mm. Ok, super. Donc tu nous as parlé un peu des algos, de la logique. Et du coup, Mhm. qu'est-ce que tu as fait d'autre? Est-ce que tu as majoritairement bossé sur ce topic au niveau de la position ou tu as fait d'autres, tu été onboardé sur d'autres sujets qui n'étaient pas forcément prévus dans ta job desk, on va dire? Ouais. Donc dans les trucs pas prévus, enfin un gros sujet que j'ai bossé, c'est mesurer la latence du système. Euh, donc de ce qu'on appelle le inbound, donc l'endroit où le client t'envoie ses ordres jusqu'au marché. Ensuite, une fois que le marché t'a répondu, jusqu'au moment où tu renvoies ton client. Parce que ton client, en fait, tu lui charges des fees pour utiliser cette plateforme qui est très rapide. Mais Mm. du coup, lui, après, il va te challenger sur est-ce qu'elle est vraiment aussi rapide que ça. Sachant que lui, ce qu'il peut voir à la fin, c'est son entrée-sortie à chaque fois qu'il interagit avec toi. Et s'il voit que ça commence, comment dire, cette latence commence à croître, il va venir te poser des questions. Donc toi, c'est soit que ton système, il a un problème, ou alors tu as aussi certains cas où en fait, tu vas en fait envoyer l'ordre très rapidement au marché, mais après, au moment où tu veux lui renvoyer ce qu'on appelle un hack, donc en fait le retour ou la confirmation que l'ordre est passé ou l'exécution, tu vas avoir d'autres process qui vont entrer en jeu, donc ça va être un peu plus lent. Et du coup, ça, faut que tu sois capable de le justifier. Parce que ton client, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est minimiser le temps, en fait, d'aller, mais le retour, il s'en fout un peu. Le Mm. problème, c'est que le temps d'aller, il peut pas le mesurer, vu qu'il passe par toi, en fait. Donc voilà, tu as une petite discussion avec le client comme ça. Et ça paraît pas très compliqué comme ça à faire. Parce que quand tu as beaucoup de composants, beaucoup de serveurs, et que tu as un flux de dingue, parce que moi, j'avais, en termes de taille de données, par jour, j'avais peut-être 500 ou 600 gigabytes de données à analyser, tu vois. Mm. Et tu as plein de protocoles différents bah en fait c'est assez compliqué à faire. D'accord. Donc du coup voilà, ils m'ont fait bosser là-dessus et à la fin on avait quand même une bonne idée de la latence du système suivant les flux, suivant les marchés, les clients et tout. D'accord, bon, super. Et du coup, là, si on faisait une petite synthèse au niveau des plus gros challenges que tu pu avoir, Hmm, au niveau de la SOG, Nomura ou même Goldman, ou peut-être même un ouais, gros challenge que tu as eu dans chaque boîte. qui s'appelle un challenge. Genre, je sais pas, on vient, on te demande de faire un truc, ou je sais pas, tu es dans une situation où, Ouais. je sais pas, tu es sur un système qui est en dysfonctionnement, t'as un impact métier ou quelque chose comme ça, tu vois. Quelque chose qui sort Hmm. on va dire, day-to-day job, quoi, et Ouais. qui te met une source de stress comme ça, où tu rentres chez toi, t'es pas bien, quoi. Bah après moi j'ai pas trop ce truc-là, tu vois. Ok. Dans le sens où je suis désolé de pas répondre de manière directe à ta question, mais en fait moi c'est même plutôt l'inverse. Je suis content quand je sors de ma zone de confort, tu vois. C'est ce que je recherche, tu vois. Donc, euh, donc oui, si je peux te citer des challenges, mais c'était pas une source de stress, genre je suis pas bien en fait, ça me motive, tu vois. Ok. Donc typiquement le tout premier projet, enfin déjà quand j'arrive en finance, je comprends rien. Je pense que n'importe qui a commencé à bosser en finance te racontera sa première impression. Tu vois tous les écrans, c'est comme dans les films, les traders, tout le monde gueule. Enfin, t'as cette espèce de d'énorme, comment dire, énergie, tu vois. Mm. Là, t'as un premier challenge parce que faut que t'apprennes les codes de la salle de marché, codes sociaux, hein, j'entends. Mm. Ça, c'est le premier gros challenge. Après, le projet sur les fees, c'était très compliqué à organiser aussi parce que j'étais tout seul. Apprendre le Java un peu avant aussi, pareil, tu vois, je me suis formé tout seul, c'était un challenge. Passer les entretiens, comme je t'ai dit, j'étais vraiment nul. Euh, Là aussi, c'est un challenge, tu vois, c'est aussi un challenge à la fois parce que t'as dit, il faut que tu apprennes des choses, mais aussi parce que c'est aussi une question d'ego, tu vois. Faut pas que tu prennes les choses personnellement, faut que tu acceptes que bah ouais, t'es peut-être pas bien formé et que du coup, t'aies cette humilité-là de te remettre en question. Voilà, tu vois. Mais après cette période-là, je dirais, tu vois, bizarrement, quand je bossais chez Goldman, même si des fois je faisais des gros horaires pour terminer deux, trois trucs, je me suis pas trop senti en difficulté, tu vois. D'accord. Ok. Et là, Parce que une ouais, méthode de travail, quoi.
Ok. Parce qu'une fois que tu as ta méthode de travail, en fait, même quand comme il y a une tâche difficile qui t'arrive, tu sais comment la cadrer, tu vois. Mm. Donc, je dirais que, tu vois, moi, les challenges où vraiment je me sentais plus en danger, c'est quand j'étais plus jeune. Parce que juste, j'étais moins bien formé, hein, tout simplement. D'accord, ok. Et là, par exemple, parce que je sais que à la SocGen, voilà, tu faisais les responsables de desk, etc., les gens, on va dire, top Hum, management. Est-ce que c'était le même ouais, cas côté Nomura ou Goldman? non, non. Parce que alors ça c'est un truc assez marrant, c'est que finalement l'endroit, le moment où j'ai le plus facé des big dudes entre guillemets, c'était quand j'étais VIE Ouais. à la SOG Mm. pour le BMO, tu vois. Mm. Parce que t'es la petite main, tu vois. Donc t'es tout le temps en relation avec ces mecs-là. Alors qu'après, quand tu deviens vraiment développeur, c'est différent, tu vois. Comment dire, on demande même pas trop de parler ou d'interagir avec les gens, sauf quand tu dois te vendre ou défendre ton projet ou ton budget, mais t'es plus concentré sur ce que tu fais, tu vois. D'accord, Donc ok. ouais, effectivement, quand j'étais stagiaire pour le CEO, enfin dès que t'es stagiaire pour un poste managérial, là t'interagis avec tout le monde. Et ça, c'est aussi un truc peut-être à mentionner pour les jeunes qui veulent commencer, que c'est pas, enfin le taf en lui-même est super chiant. Par contre, c'est une bonne expérience parce que tu vois tout le fonctionnement de la banque, tu vois. Ouais. Et du coup, enfin, tu comprends vraiment ton business model. Mm. Fonctionnement de la banque, et puis tu rencontres tous les différents desks qui deal sur des produits, des marchés différents, et Ouais, ça te permet d'avoir une vision 360 en fait. ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Parce que tous les marchés, enfin, ça dépend où, tu vois. En Europe, aux États-Unis, c'est différent. Ils ont un marché unifié, tu vois. Mais Ouais, en Asie, ce dont les gens se rendent peut-être pas compte, c'est que les régulations, elles changent du tout au tout suivant le marché OT. Tu vas pas passer par les mêmes infrastructures. Donc, tu as une fragmentation du marché qui est beaucoup plus importante. exactement. Et ça, c'est aussi intéressant, tu vois, en termes intellectuellement, tu vois. Exact, exact. Ok, et du coup, donc là, tu fais un an chez Goldman, et du coup, que se Mm. passe-t-il? Déjà au niveau des Ben, je me fais projets, virer. hein? Je me fais virer. Non, non, Mais, enfin, entre-temps, je me fais promouvoir. ok, Donc, parce qu'ils sont très contents de mon taf. ouais, Donc, j'ai une promotion. Et après, il y a un jeu bureaucratique il y a quelques mois qui fait que alors c'est un truc qui touche toutes les banques en ce moment en fait. Les banques ont surrecruté pendant la période du Covid mm, parce qu'elles marchaient très bien. Et là, elles sont plus en période de récession. Donc ça fait déjà 2 ans que il y a des plans sociaux un peu partout. Euh, on dit pas un plan social ici, un plan social, pardon, on dit un redundancy en gros. ouais, Bon, c'est la même chose. Et du coup, du coup à la fin, je perds le taf. Voilà. ok. Et du coup, c'est là quand tu dis jeu de chaise musicale, c'est vrai que moi, on m'avait dit Mm, que Goldman, souvent, après une certaine période, même un peu chez JP, tu avais un mec qui mm, revenait, mm. qui vient, tu as un système de chaise musicale, tu as un mec qui vient des US, il clean un peu tout ça pour montrer que c'est lui le patron, quoi. Et Ouais, ouais, ouais. après, il se passe ça tous les X années, quoi. Ouais, bah c'est vrai, mais voilà, après ça fait partie du jeu dans le sens où parce qu'un truc aussi qu'il faut dire c'est que tu es beaucoup mieux payé dans ces banques-là. Mm. Donc si tu es adulte et que tu te prends en charge, tu sais sur quoi tu signes, tu vois. Enfin moi Mm. je me plains pas parce que j'étais content d'être bien payé, j'ai bossé avec les mecs avec qui je bossais, j'ai appris genre énormément. Donc enfin pour moi genre il y a zéro regret, tu vois. Bien Et sûr, après voilà, ça fait partie du risque en fait, tu vois. bien sûr, Et ton bien sûr, risque il est rémunéré par rapport à cette surprime là. Donc bien sûr. c'est assez fair en fait finalement. Après, tu sais au recrutement, en plus pendant le Covid, etc., tu sais au recrutement que quand tu arrives à faire monter les enchères, le jour Mm. où il y aura la moindre Ah ouais, chute pour toi, ils te font ouais, sauter directement parce que tu es celui qui coûte le plus cher. ouais, exactement. Ouais, non, Donc, bah voilà, t'as parfaitement raison. C'est un truc à mentionner aussi, tu vois. Quand tu grattes, mm, effectivement, si ça se passe mal, t'es le premier, t'es juste plus cher, c'est rationnel en fait, tu vois, c'est exactement. économique. Donc, Ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passe un peu pour un peu justement pour parler à tous les, tu vois, les gens qui sont à l'école, qui se disent, ouais, moi je suis le meilleur de la classe, mm, je suis le top de ma promo, ouais, etc. Donc en fait, jamais de la ouais, vie, je me ferais virer. En fait, quand tu arrives dans des places ultra, on va dire, compétitives, en fait, à un mm, moment mm, donné, c'est les chiffres qui parlent et les performances. Donc comment est-ce que toi, tu as ouais. ressenti ça en interne? Déjà, comment ça se passe en fait? Est-ce que tu es au courant, tu En es fait, prévenu en avance ou tu es comme chez Amazon, tu reçois un message par mail et puis merci, au revoir ou de l'intérieur? non, attends, mais c'est important ce que tu dis sur le mindset des gens qui sortent d'école. En fait, c'est parce que nous, on a même, enfin, je trouve que j'ai le même problème en tant que recruteur entre guillemets ou quand je chapeaute des plus jeunes, c'est que ils sortent avec des codes sociaux qui sont ceux des codes sociaux académiques, des codes de l'université, où en fait c'est assez juste en fait. On demande de faire un exercice qui a été fait par tous les étudiants avant toi, les générations d'avant. Si t'es le meilleur de ta promo, et ben du coup t'es le meilleur et t'es récompensé.
une forme de corrélation parfaite entre ta performance et ton reward, tu vois. Mais dans la banque, c'est différent. Il y a beaucoup plus de choses qui se chevauchent. C'est pas un système juste. C'est un système où tu es lié à ta performance économique, mais aussi aux alliances politiques que tu vas nouer, à ton ancienneté dans l'entreprise, à est-ce que tu es cher ou pas. Donc, tu as beaucoup d'autres logiques qui se chevauchent, quoi. Donc, du coup, c'est moins personnel et ça prend un peu de temps à apprendre ces codes-là. Et c'est pas grave, entre guillemets, qu'ils les aient pas dès le début, parce que s'ils les ont pas, ils vont se faire striker Mm. et ils les apprendront via la douleur. Donc en fait, de toute façon, même si tu Exactement. veux pas les apprendre, on te force à les apprendre, tu vois. Donc voilà. Exactement. Et après, un licenciement, comment ça se passe? Du coup, c'est assez intéressant, tu vois, parce que surtout à l'américaine, tu vois, c'est assez violent. Moi, j'avais mon entretien de fin d'année. Du coup, j'étais convoqué dans une salle et là, le mec il te lit un truc en disant, bah, tu fais ton carton, tu me files tes cartes et tu pars. Et du coup, ouais, c'est assez, enfin, comment dire, c'est pas violent physiquement, tu vois, mais c'est assez violent moralement, surtout quand Mm. tu t'y attends pas du tout, tu vois. Tu retournes dans la salle, tu fais ton carton, là, comme dans les films, tu vois. Mm. Et tu serres deux, trois mains et tu te casses, quoi. Voilà. Et là, et là, ce jour-là, est-ce que tu étais le seul ou Ouais. parce que je sais que dernièrement, tu avais Non. Morgan Stanley, ils avaient viré 40% du floor. Et là, tu avais Ouais, ok. des files d'attente. Après, j'ai pas commencé, parce que nous, on avait déjà viré pas mal de personnes l'année dernière aussi. Ok. Donc là, je sais que je fais partie d'un batch, mais là, entre guillemets, ma chance, c'est que j'étais le premier dans le batch. Donc du coup, Ah, en ok. plus, quand tu pars, tu Ouais. comprends pas trop ce qui se passe, Ouais. tu vois. Mais du coup, ouais, enfin voilà, j'étais pas le seul du département. Et ouais. Ouais. Ouais, et c'est assez intéressant dans le sens où je sais pas, tu vois, c'est un truc qui te rend plus fort ou comment dire? Comme je dis, quand tu signes, tu sais ce qui va se passer, mais comment dire, c'est une chose de le penser rationnellement et c'est une autre chose de le vivre, tu vois. Et de le vivre rationnellement, une fois que tu l'as vécu, je trouve que c'est aussi intéressant parce que tu t'endurcis dans le sens où tu te dis, bon, bah, tu vois, c'est pas juste une abstraction, tu vois, ça t'est vraiment arrivé et tu Bien peux le sûr. revivre et voilà, c'est pas gênant, quoi. Exact. Exact. Et en plus, j'ai envie de dire, le positif dans tout ça, c'est que dès le départ et très tôt, en fait, ça te permet d'avoir une résilience Ouais. professionnelle et financière. Ça veut dire que Mm. là, aujourd'hui, souvent, tu as des gens, ils sont dans une boîte, ils se disent, en fait, c'est bon, je vais rester dans la boîte toute ma vie. Souvent, tu as ça en France. Ouais. Aux Ouais. États-Unis ou en Asie, c'est pas du tout ça parce que les cuts Ouais. peuvent arriver très tôt. Mais très tôt, tu Mm. te dis, putain, il faut que je me back up, soit financièrement, j'investis dans des produits, etc. Ou Ouais. professionnellement, je reste à jour sur mes compétences Mm, mm, mm. pour que je puisse, on va dire, me repositionner ailleurs. Ouais, complètement d'accord. Bah, c'est juste une histoire de modèle social en fait. Et moi, je n'ai même pas vraiment un jugement sur qu'est-ce Mm. qui est mieux ou pas. C'est en France, t'es moins facilement viré, t'as plus d'avantages sociaux. Par contre, tu fais toute ta vie dans la même boîte. Mm. Donc, c'est à certaines personnes qui préfèrent ça, ce confort, tu vois. C'est même pas forcément un confort financier, mais c'est aussi un confort intellectuel, tu vois. Tu maîtrises plus ton sujet. Et effectivement, dans des pays plus, on va dire, tradition économique plus anglo-saxonne, c'est différent en fait. On te responsabilise dans le sens où peut-être à court terme tu vas être un peu mieux payé, mais c'est à toi de faire tes propres économies, c'est à toi de te couvrir, c'est à toi d'aller un peu parler à la concurrence aussi si un jour ça se passait mal pour toi. Donc tu gères ton risque personnellement en fait. Il n'est pas socialisé par la société du coup sous forme d'un droit du travail qui est plus restrictif ou de prestations sociales qui sont versées par l'État. C'est un autre système. Mm. Très bien, très bien. Après, après Goldman, effectivement, il cut, mais après, tu pars quand même avec un package. Voilà, Ouais, tu mais pars pas ça sans c'est rien du tout. normal. Ouais. Oui, mais c'est normal, tu vois. Mm. Et après, Mm. ça, c'est de bonne guerre, parce que comme ils ne versent pas ton bonus, bon, là, pour le coup, enfin, il n'y a pas vraiment ni de générosité, ni rien du tout. C'est Ouais. un truc qui est, comment Ok. dire, standard, tu Ok, donc Story, Goldman, ok. Et du coup, que se passe-t-il vois. Ouais. après? Alors, du coup, on fait un petit flashback, mais en fait, quand j'étais encore chez Goldman, je me fais approcher par un headhunter pour un exchange de crypto. Et j'ai un très bon feeling avec les mecs. Donc, les mecs, c'est des anciens de Goldman aussi, donc très, très bons techniquement. Il y a aussi des anciens de JP, enfin, bon, bref. Et il me propose le taf à la fin. Et le truc, c'est que je me dis, franchement, je suis pas trop mal à Goldman, c'est pas parfait. Parce que bon, voilà, tu vois, c'est une grosse banque, t'as quand même de la bureaucratie et tout, mais, euh, mais voilà, les mecs sont bons, ils m'ont formé par loyauté. Genre, je peux pas partir au bout d'un an et demi, ça se fait pas trop. Et puis c'est stable, tu vois. La Mm. crypto, bon, tu vois, ça va, ça vient. Du coup, je me dis, je refuse en fait. Je leur dis, bah, je suis désolé les gars, mais bon, finalement, je préfère un job un peu plus stable et par loyauté, je vais rester quoi. Et du coup, je me fais virer. Du coup, Combien de ma temps après? Combien de loyauté, temps après, du coup? un mois après.
Ok. Ouais. Et donc tu vois, la loyauté et la stabilité, du coup, j'ai fait bon, ok, très bien. Ok. Et du coup, je les ai rappelés. J'ai fait Hmm. le lendemain, en fait, j'ai fait bon, bah, après, tu vois, faut être honnête, hein, faut jamais essayer de mentir, parce que ça se retourne contre toi. Donc, j'ai dit, bah voilà, ça, je fais partie du plan. Et en plus, ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, en fait, t'avais enfin, comment dire, la boîte de recrutement, le mec était pote avec un hyper big dude de Goldman, et il m'a dit, moi, si j'étais toi, je me méfierais, tu vois, parce que, apparemment, il y a un plan qui se prépare, tu vois. Ouais, donc il Et était moi, au j'étais très courant. confiant. Bah, Ouais. pas de mon cas personnel, mais il savait qu'il y avait un Ouais. plan, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, j'étais, alors franchement, genre, enfin, tu vois, ça se passe trop bien, j'ai que des bonnes reviews et tout, genre, c'est impossible, tu vois, c'est impossible, tu vois. Donc, c'est marrant parce que, du coup, après, je reviens et je fais, bon, bah, t'avais raison, quoi, Hmm. tu vois. Et, tu vois, ça pareil, c'est aussi, c'est une leçon d'humilité, tu vois, de jamais rien prendre pour acquis, quoi. Bref, et du coup, les mecs ont été cool et ils m'ont dit, bah, ouais, vas-y, le job est toujours là. Nous, on a interviewé d'autres mecs, mais c'est pas ce qu'on cherche. Donc, viens, quoi. Ouais. Et du coup, là, j'ai commencé il y a une semaine. Mm. Et Pardon, surtout, excuse-moi. Ouais. le fait que ce soit des anciens de Goldman Sachs, que toi, tu été à Goldman Sachs, ils se disent, bah, finalement, tu as Ouais, passé le process de filtre que eux ouais, ont passé exactement. les Ouais. deux. Donc, en fait, indirectement, Ouais. ils se disent, ce mec, on le valide, quoi. Ouais, ouais, t'as ça. Et puis en plus, comme j'étais promis aussi à l'intérieur de Goldman Sachs, ça te donne des, enfin, c'est toujours un peu idiot ces espèces de marques dans le sens où ça te garantit rien, mais on va dire statistiquement, t'as plus, enfin, un mec qui a ces espèces de titres entre guillemets, ça te garantit une forme de qualité. Mais après en interview, t'es quand même bien challengé, tu vois. Mm. Donc, parce que bon, les mecs, en plus, enfin, tu vois, un crypto exchange, c'est une startup, on doit être peut-être, j'en sais rien, peut-être 300. Là, du Mm. coup, je dirais pas le nom parce que c'est mon employeur actuel, Ouais, mais, euh, mais donc du coup, enfin, ils sont plus regardants sur les coûts, ce qui est normal parce qu'ils sont plus petits, ils sont en phase de croissance. Donc, comment dire? Enfin, pour le coup, ils peuvent pas se permettre d'être un peu laxistes sur l'argent qu'ils vont dépenser, tu bien sûr, bien sûr. Bah, surtout si en croissance, à un moment, dans les premières phases de croissance, il faut qu'ils investissent. Peut-être qu'ils vont lever des vois. fonds, Ouais, etc. Ils ont justement ouais, ouais, une base supplémentaire. Et en plus, là, on va pas se cacher, tout ce qui est crypto, c'est en train de repartir. ouais, Donc, ça exactement. peut- Bah, pour le coup, c'est pour ça que tu sais, tout à l'heure, je parlais de faut sentir le vent, tu vois. C'est Ouais, là, je sais pas, hein, peut-être dans 5 ans, ça va rechanger. Mais en tout cas, là, cette année, les banques, c'est plutôt en récession, la crypto, ça repart. Bon, tu vois, faut que, comment dire, et c'est pas juste une histoire de bénéfice financier personnel, c'est que, enfin, ton bénéfice financier, il est corrélé au fait à une certaine demande, en fait, tu vois. mm, Donc, c'est où est-ce que tu vas avoir le plus d'impact. Donc, quand tu pars chez le plus offensif, c'est aussi quelque part parce que c'est une industrie qui est en croissance et où, en fait, tu vas, comment dire, en fait, elle a plus besoin de toi qu'une autre, en fait. Parce que par exemple, à Goldman, moi, quand j'étais arrivé, donc je suis très content de ce que j'ai appris, mais on était dans une phase vraiment sur la finalisation du projet, tu vois. Le projet était stable, la plupart des trucs avaient déjà été codés. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de travail sur l'analyse de la latence et moins sur les composantes principales. C'est parce que j'arrivais dans une phase euh, enfin comment dire, dans le cycle de développement, j'arrivais un peu en fin de cycle. Là, j'arrive en début de cycle. super, super. Bon, bah top, hein. Du coup, là, je crois que tu as déjà commencé, là. Alors, Ouais, ouais, ouais. quel est ton ressenti, Bah là? pour l'instant super cool, très bien. C'est Ok. juste il y a un peu de pression parce qu'ils sont en phase de croissance et t'as des contraintes techniques qui font que faut qu'on ait livré beaucoup de trucs sous peu de mois. Mm. Donc c'est pour ça là je suis un peu fatigué là. Je suis désolé mais ouais faut vite se mettre comment dire pas au taquet mais enfin faut vite comprendre le stack tu vois pour Ouais. pouvoir produire. Mais par contre l'équipe super ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que ouais, c'est assez intéressant de bosser en startup. C'est quand même un mood qui est complètement différent de la banque, quoi. D'accord. T'as, enfin, Mm. t'as un mood plus jeune, plus relax. T'as pas de bureaucratie. C'est assez agréable ça, tu vois. Top, Ah, top. surtout, enfin, moi Mm. j'ai bien aimé bosser en banque, tu vois. Mais après 8 ans, c'est rafraîchissant, tu vois, de changer. Bien sûr. Et du coup, justement, par rapport à l'environnement de travail, tu penses qu'en banque, où c'est beaucoup plus stressant que justement en startup, bon, après, tu viens d'arriver, donc c'est un peu frais là, mais tu sens que c'est plus relax, c'est plus stressant, plus, comment dire, t'as baby-foot à la cafette et tout ça, ou bon, après, en banque, t'as Ouais, une ouais, table de ouais. ping-pong aussi, mais. Ouais, non mais justement, mais en fait, ouais, c'est marrant que tu mentionnes ça, tu vois, parce que en fait, pour tous les gens qui ont bossé en banque récemment, t'as cette espèce un peu de, ils veulent faire les gens cool, tu vois. Donc en Ouais, fait, ce qu'ils prennent des startups, c'est ils te mettent un baby-foot à la cafette, mais ça coûte que ouais, dalle, ça, tu vois. ouais, Enfin, je veux dire, par d'accord. rapport au budget d'une banque, c'est rien du tout, tu vois. Donc ils vont prendre des attributs ou une sorte de maquillage startup, mais c'est pas vraiment ça en fait l'esprit startup. L'esprit startup, c'est plus, moi je trouve que c'est vraiment la relation à la bureaucratie. Et c'est pas tellement lié aux banques, c'est lié à la taille de ta structure. Quand ta structure elle devient grosse et t'as des gens qui ont bossé pour toi et qui restent, t'as un système de loyauté qui fait que bah, t'es un peu obligé de les garder en fait. Mm.
Et ces gens-là, ils vont avoir une valeur ajoutée moindre. Parce que souvent, ils vont passer en management. Tu vas commencer à stacker les échelons de management entre eux. Ça va donner beaucoup de latence à ta structure. Et toi, quand tu es en bas et que tu essaies de faire des projets, souvent tu dois te battre avec ces structures parce que tu dois expliquer 10 000 fois la même chose à 4 000 mecs, faut que tu aies les approvals de tout le monde. Et c'est ce côté-là qui est pas très agréable, tu vois. Et ça, pour une banque ou pour n'importe quelle grosse structure, enfin, je pense qu'ils s'en sont très conscients de ce problème-là, mais économiquement, c'est difficile à combattre, en fait, parce que c'est lié à ta taille, en fait. Et c'est plutôt Exactement. ça que je trouve agréable, en fait. C'est que là, l'organisation, elle est, enfin, au-dessus de moi, il y a deux mecs, quoi, tu vois. Donc, Ouais, tu as un en lead, termes de recherche, c'est ouais, l'idée, tu veux discuter d'un truc, tu discutes directement avec les ouais, les founders, quoi. Et puis oui, ouais, non, ouais. ou même vas-y, on teste, ça marche pas, on refait, quoi. Donc ça, c'est agréable. Et par contre, le prix, c'est que j'ai pas encore payé parce que j'en ai arrivé, mais j'en suis conscient parce que voilà, je me renseigne, c'est que bah, tu as beaucoup de startups qui échouent, tu vois. Bien sûr. Donc tu n'auras pas exactement la même stabilité. Et je pense que c'est pas très formateur dans le sens où c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais je pense que c'est plus intéressant de commencer ta carrière dans une vieille structure où tu as des mecs expérimentés qui vont t'apprendre des trucs et bouger quand tu as 28, 35, 40 ans dans ce mid-là où tu es à la fois expérimenté et tu vas pouvoir produire en startup. Parce que si tu arrives dans une startup, en fait, les mecs, ils ont pas le temps, tu vois. Donc, tu bosses vraiment sur ton projet. Exactement, ouais. Euh, donc voilà, moi, je trouve ça pas mal de faire le move maintenant, tu vois. Bon, après, je te dirai peut-être dans 6 mois hein, une autre Bien histoire, hein. sûr, Ça fait 5 jours là, tu vois. bien Mais, sûr, mais bien pour le sûr. moment, bonnes impressions, tu vois. D'accord. Et pour expliquer un peu aux personnes qui n'ont pas encore joint voilà, qui sont sur le point justement de rejoindre le monde financier ou même par exemple le monde des startups, etc. Est-ce que toi, la Hmm. négociation, bon, sans parler de salaire, etc., est-ce que tu as eu des conditions parce que souvent les boîtes disent on peut pas payer beaucoup, mais à côté on va te donner des equity ou Ouais, ils vont t'écrire un contrat pour qu'ils puissent convertir hmm. plus tard des stocks Ouais, privés en equity une fois que la boîte est cotée ou qu'elle passe un certain cap ouais. de valuation. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais, Bah alors, nous, il y a un accord comme ça, mais comme je viens de rejoindre, je sais pas quels sont Ouais. les détails de l'accord. Après, ce Ok. que je vais te dire, moi, je suis un peu un control freak, tu vois. Donc, Mm. enfin, tu me files de l'equity, mais si j'ai pas accès au bilan comptable ni rien du tout, Bien sûr. enfin, Ouais, je ouais, sais pas ce ouais. que ça vaut, tu vois. Donc, en Exactement. fait, le truc, c'est de pas être naïf par rapport à ça. Ça peut être un super plan, et même beaucoup plus rémunérateur qu'un bonus, tu vois, ou même un salaire fixe. Par contre, il faut que tu poses les questions, tu vois. Genre, Exactement. enfin, vous me donnez concrètement, c'est quoi, tu vois. Voilà. Donc et surtout que enfin, les gens peuvent se renseigner par eux-mêmes, hein. Quand tu regardes dans la presse, t'as pas mal d'histoires. Euh, ou même quand tu regardes le film de Social Network, c'est le même mécanisme en Ouais. fait. En fait, on te file des stocks au début, sauf qu'il y a un accord où en fait le capital peut se faire diluer s'il faut rentrer un business angel, et à la fin en fait ce qu'on t'a donné c'est 3 copecs quoi, tu vois. Exactement. Donc sur ça faut être prudent, tu vois. Mais moi dans ma boîte je sais pas comment ça se passe, donc je peux pas me prononcer, tu vois, j'en sais rien. Ou tu as l'inverse de founders qui disent, ouais, on a une boîte qui vaut 50 millions, on te file 10%. Ouais, Sauf que ouais, 2 ans après, la boîte, elle vaut zéro, quoi. Donc ton 10% ouais, fois exactement, ouais. zéro. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, exactement. Mais après, tu vois, à la limite, c'est que si elle valait vraiment 50 millions dès le début, et que c'est juste que la boîte chute, ça, à la limite, c'est faire, tu vois. Mais c'est pour ça que je mentionne les états comptables, c'est que, tu vois, tu peux pas juste te fier à la bonne parole Bien de sûr. ton manager. Il y a un conflit Exactement. d'intérêt qui est obvious, tu vois, même s'il est honnête. Donc, tant que t'as pas une donnée, on va dire, externe auditée, ce qu'on te donne, c'est des promesses. Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai que un petit rapport de KPMG, PricewaterhouseCoopers qui valide la valuation d'une boîte, Ouais, ouais, ça, c'est ça- pas mal. Je pense que ça ça vaut peut mieux que les rassurer. promesses. Super, bah écoute, merci William. Et du coup, est-ce que tu as Ouais. justement, suite aux expériences que tu as eues, professionnelles, techniques, évolution technique, le passage d'une boîte à l'autre, licenciement, qui t'a permis également de mieux rebondir aussi, est-ce que tu as des conseils comme Ouais. ça à donner à des étudiants ou des personnes qui voudraient se lancer dans le développement, qui soient en France ou qui penseraient à partir justement à l'étranger? Pas de rester curieux, euh, de parce que je sais que si tu as une mode du work-life balance, c'est important le work-life balance, mais quand tu es jeune, tu as aussi une énergie et que Mm. tu auras moins après et tu as moins de charges aussi, si t'as pas une famille à gérer ou des choses comme ça. Donc aussi mettre un petit coup de boost au début, c'est pas mal, tu vois, parce que ça va te faire gagner des années en fait. Mm. C'est, tu vois, pas comme un grand sportif qui s'entraîne en fait. Vaut mieux que tu t'entraînes au début, quitte à sacrifier un peu, et après tu pourras capitaliser justement sur la connaissance que tu auras acquise. Voilà, donc ça c'est la première partie de mon conseil sur l'auto-formation, on va capter ça comme ça. Et l'autre après, c'est de pas être naïf par rapport à l'environnement
corporate de manière générale. C'est pas le monde éducatif, c'est pas les mêmes valeurs non plus. Donc si t'es naïf, ça se retournera toujours contre toi, tu vois. Et moi, j'ai des querelles d'exemples de personnes qui étaient beaucoup plus brillantes que moi et beaucoup plus formées, mais ils étaient un peu naïfs et ça se termine pas forcément très bien, tu vois. Exactement, exactement. Et c'est vrai que souvent, dans les écoles, on a des professeurs qui, bon, on va dire qu'ils ont fait plus de théorique que de pratique. Et eux, ils ont Ouais, pas ouais, mis, exactement, ouais. ils savent pas ce qui se passe sur le floor d'un Goldman Sachs ou ils se prennent dans une Ouais, salle, c'est ça, prends ouais. ton carton ou un Nomura, etc. Et c'est bien des fois de leur rappeler que voilà, ça peut arriver, même si ce sont les meilleurs. Et moi, j'ai vu des Mm, gens, effectivement, dans les boîtes où les mecs, c'était les plus calés, effectivement. Mais comme ils avaient moins l'aspect, on va dire, social, politique, etc. Et c'est les autres qui se sont fait complètement exploser, quoi. C'est mm, un peu, moi je ouais, compare un peu une société en interne à une jungle. Tu sais, tu as une jungle avec plein ok, ouais, d'animaux comme ça, et tu as, l'animal un peu ouais, naïf qui se fait un ouais. peu avoir par l'animal qui est un peu plus futé, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, complètement. Bah ouais, enfin, bah, c'est un écosystème en fait. Donc, et de la même manière, tu vois, un étudiant quand je dis n'importe quoi, il passe du lycée, il arrive à la fac ou en prépa, il y a un système de règles qui est différent, tu vois. Il l'a appris. Et si tu le poses, il pourra te dire en quoi c'est différent. Bah, l'entreprise c'est pareil. On part pas du principe que ce sera la même chose, ça va être différent. Et il faut que c'est une nouvelle biosphère. Il faut que tu saches détecter les animaux, avec lesquels que tu peux, auxquels tu peux faire confiance, dont il faut que tu te Mm. méfies. Et voilà, sinon ça se retourne contre toi, quoi. Exactement, exactement. Et aussi, juste un dernier truc, je crois que tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose qui était super intéressant, c'était justement de ne pas rester, de ne pas s'attacher à son diplôme, parce que toi, tu as fait une école de Mm, commerce, tu n'avais pas trop, on va dire, de compétences dev, et là, tu as une mm, capacité mm. à faire, limite à apprendre à un développeur Java comment développer, quoi. Ouais, 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 complètement, ouais. Mais après, le caractère, enfin, un truc aussi qu'il faut, pardon, par honnêteté intellectuelle, c'est que ça dépend aussi de ton époque, tu vois. Moi, à mon époque, c'était facile de bouger. Par exemple, un truc qui était difficile à faire, parce que moi, j'aurais bien aimé le faire, c'était si je voulais devenir Kant. Donc, Kant, c'est un mathématicien des finances. Mm. Là, les mecs, ils te donnaient même pas ta chance. Donc, le, je suis d'accord avec toi. Là où je modulerais, c'est qu'il faut que tu comprennes, enfin, faut que la personne, quand elle veut répliquer ce comportement-là, comprenne à son époque quels sont les moves possibles par soi-même ou pas. Parce que des fois, il y a des telles barrières à l'entrée où même si tu as appris par toi-même, les gens, ils te font pas confiance, tu Mm. vois. Et voilà, donc faut quand même avoir un peu cette jugeote-là, tu vois. Faut voir sur ton environnement où est-ce que tu peux bouger de manière, Exactement. voilà, Ouais. Et c'est vrai que smooth, quoi. j'avais fait d'autres entretiens avec des personnes et ils me disaient, ouais, ne pas hésiter à limite rentrer par la petite porte, apprendre en interne, se Exactement. Ouais, spécialiser et après justement se vendre comme ça dans d'autres boîtes. je suis complètement d'accord. Ça sera beaucoup plus pratique parce qu'en fait, ouais, tu t'auras pas le background technique pour pouvoir bouger en externe. Par contre, en interne, les gens te font confiance parce qu'ils ont vu ta capacité d'apprentissage, ta rigueur intellectuelle, enfin ce genre de choses, quoi. Et exactement, la technique de la petite porte, c'est ouais quelque chose que je recommande. Et même dans l'ancien temps, tu vois, il y a 20 ans, moi j'avais un boss, tu vois, qui était devenu trader et tout. Et les mecs qui sortaient du middle office, tu vois. Là, c'est un truc qui n'existe plus maintenant, tu vois. Mais le middle office, pour les gens qui connaissent pas, c'est enfin, vraiment tu gères la compta du trader, tu vois. Mm. Donc c'est une tâche assez ingrate, mais qui est quand même utile pour la banque. Et à l'époque, les mecs pouvaient bouger comme ça. Moi, à mon époque, c'était plus possible, mais via l'IT, c'est possible. Exactement. Là, il y a effectivement, il y a plus. Sachant que le dernier middle office connu, c'était Kerviel, quoi. Et, Ouais, voilà, ça peut donner un très bon track record, ouais, ça c'est sûr. et c'est vrai que là, on a de plus en plus effectivement de personnes IT qui passent, notamment Quant ou Ouais, IT, qui passent trader. On en voit plein et dans plein de banques d'ailleurs. ouais, exactement, ouais. Ouais, parce que, en fait, je pense que la logique était à l'œuvre, on va dire, dans l'époque pré-Kerviel, c'est qu'à partir du moment où tu gérais la compta du trader, tu comprenais ce qui se passait, et donc du coup, tu pouvais migrer. Et là, le même type de logique que tu as, par exemple, parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'amis traders qui sont des anciens IT, c'est qu'à partir du moment où tu automatisais la logique du trader, du coup, tu comprenais sa logique, du coup, tu pouvais passer trader. Donc, tu as des espèces de translation, en fait, comme ça, où tu peux t'approprier la logique de quelqu'un en l'assistant sur un autre aspect de son travail. Super, super. Écoute, William, je pense qu'on a fait le tour. Hmm. Parcours très intéressant qui en aspirera plus d'une et d'un sur les prochaines années. Ouais, bah top, merci à toi aussi, hein, c'était Bon. cool, c'était sympa. Merci, William, et puis à bientôt. Ouais, à bientôt, salut. Salut. Cheers.